développement d'innovation, on a souvent tendance à parler de financement du projet d'innovation. Donc on est plus sur des mécaniques de subvention, d'avance remboursable, de prêt à taux zéro ou d'aide indirecte type crédit impôt recherche ou statut des entreprises innovantes. Donc sur ces thématiques, il y aura après cette table ronde différents ateliers privés qui traiteront de ces aspects, donc notamment des structures de conseil qui pourront vous apporter des éléments de réponse sur si vous avez des questions par rapport à ce type de dispositif. Notre choix s'est porté plus sur la partie plutôt aval, c'est-à-dire une fois que l'entreprise a développé son produit ou son service innovant et qu'elle souhaite passer à l'industrialisation, à la commercialisation de son produit en fonction de l'entreprise, de sa taille, de sa maturité, de la maturité de son projet, eh bien, elle a besoin de lever des fonds pour pouvoir mener à bien le développement de son entreprise. Donc cette levée de fonds, généralement, elle n'est pas toujours propre à l'innovation. C'est un processus de développement de l'entreprise, ça peut être de la croissance externe, ça peut être un développement à l'international par exemple. Mais l'idée c'était de pouvoir expliquer qu'à l'issue d'un projet d'innovation, une fois qu'on part sur cette commercialisation, eh bien, il y a des mécaniques, et notamment des mécaniques par rapport à augmenter le haut de bilan pour financer son développement, qui sont les mêmes du développement classique de l'entreprise. Donc nous allons, lors de cette table ronde, procéder, si vous le voulez bien, en 4 temps. Le premier temps, eh bien, nous allons vous faire un peu une présentation des investisseurs qui peuvent intervenir à vos côtés pour le développement de l'entreprise. Donc du fonds d'amorçage, du business angel, du capital développement. Alors, je vous informe que on devait avoir également l'intervention de NCI Gestion pour le capital risque et que malheureusement, ils ont dû décliner dernière minute l'invitation. Donc, il manquera une petite brique par rapport au développement de l'entreprise sur l'aspect capital risque, mais nos investisseurs ici présents pourront également faire des petits parallèles avec les capitaux risqueurs. Le deuxième temps concernera eh bien, quel effet de levier cela a d'augmenter son bilan, notamment pour lever de la dette. Donc on aura Oseo et puis également la Société Générale qui pourra nous présenter les accompagnements qu'ils proposent, notamment au regard de cette augmentation de fonds propres. Et puis le troisième temps, nous donnons la parole à des sociétés de conseil privées qui sont là pour accompagner l'entreprise dans cette démarche de levée de fonds. Et donc ils nous exposeront quelles sont les valeurs ajoutées qu'ils apportent aux chefs d'entreprise dans cette démarche. Puis le quatrième temps, eh bien, on vous donnera la parole pour que vous puissiez échanger avec les différents intervenants de cette table ronde. Alors on va commencer le premier temps. Je vais donner la parole à Monsieur Guicheux de Go Capital. Donc pouvez-vous juste rapidement présenter qui vous êtes, Go Capital Oui, le micro fonctionne. Oui, donc Go Capital, c'est une société de gestion de fonds de capital risque et de capital amorçage qui a été créée en 2002 et qui est située à Rennes, le siège est à Rennes, et qui aujourd'hui a un rayonnement sur le Grand Ouest, donc ça comprend les Pays de la Loire, la Bretagne, la Basse et la Haute-Normandie, notamment à travers un fonds nouveau qui vient d'être créé en mars 2012, qui est un fonds d'amorçage qui fait une quarantaine de millions d'euros aujourd'hui et qui a vocation à s'investir dans des entreprises innovantes, technologiques, qui sont situées sur les 4 territoires que je viens de mentionner. Donc ce fonds d'amorçage interrégional est un fonds qui a été créé par les 4 régions concernées, donc qui ont chacune apporté 2 millions d'euros, et soutenu par le Fonds national d'amorçage, CDC, à hauteur d'une vingtaine de millions d'euros, et par les banques mutualistes régionales, Caisse d'épargne, Crédit Agricole, Crédit Mutuel Arkea, à hauteur de 3 à 4 millions d'euros. Donc au total, le fonds fait 32 millions d'euros, 32-33 millions d'euros. Il a vocation à être porté jusqu'à une quarantaine de millions d'euros et à financer sur une période de
5 ans, une quarantaine de projets, sachant qu'on réserve en moyenne une enveloppe d'1 million d'euros par projet, avec un premier investissement aux alentours de 350 à 500 000 euros sur chacun des projets qu'on aura identifiés comme potentiellement intéressants sur les territoires concernés. Donc voilà un petit peu le fonds. Autrement, la société de gestion gère des fonds FCPR, FCPI classiques, qui ont vocation à s'investir dans des projets plus matures, dans un tas de développement commercial accéléré et aussi à l'international, alors que le fonds d'amorçage a vraiment vocation à s'investir sur les 2 premières phases de développement de l'entreprise, la mise au point d'un prototype. Là, on est dans des phases de R&D qui peuvent se faire en co-investissement, notamment avec des fonds publics, OSEO, dont on a parlé tout à l'heure. Et la deuxième phase, qui est vraiment une phase de pré-amorçage commercial. Alors là, on est plus dans le développement commercial et ça répond plus à un accompagnement stratégique de l'entreprise. Le produit est prêt, le service est prêt, et là, on amorce et on finance avec l'entreprise les premiers pas vers les premiers clients et l'acquisition des premiers clients. Voilà un petit peu la présentation rapide de Go Capital. Et autrement, on parlait d'NCI, on co-investit avec NCI, donc on est partenaire avec NCI. On a quelques dossiers qu'on a fait ensemble. Effectivement, ils sont plus sur la phase capital risque, capital développement, mais on se retrouve sur un certain nombre de sociétés en partenariat et en co-investissement. Voilà. Alors Alain Claude, vous êtes président de Normandie Business Angel. On dit NBA pour les intimes, non ? Oui, NBA, c'est relativement connu. Oui, Normandie Business Angel, c'est un groupe de business angels, comme son nom l'indique, qui a été créé en 2007, qui regroupe à l'heure actuelle une cinquantaine de membres, qui investit en année pleine aux alentours de 400-500 000 euros. Donc on est très loin des chiffres de Go Capital, où nous n'avons pas de fonds d'investissement. C'est chaque investisseur, chaque membre de l'association, nous sommes en association loi 1901, chaque membre de l'association signe son chèque et est responsable de son investissement. Et on a investi à l'heure actuelle dans une quinzaine d'entreprises pour un montant global de pas loin de 2 millions d'euros, je pense. Nous, comme tous les fonds d'investissement et comme tous les investisseurs, on commence notre travail par une étude relativement approfondie. Et ensuite, on accompagne, mais ça, je crois qu'on y reviendra. Les entreprises dans lesquelles on investit jusqu'à présent, c'était essentiellement... donc, c'est toujours de l'investissement minoritaire. Et jusqu'à présent, c'était essentiellement des entreprises en création. Vraiment au degré -1, 0 de l'amorçage, vraiment là où personne ne veut investir. Et on se tourne maintenant vers d'autres projets, on y reviendra peut-être, c'est sur le financement au haut de bilan des petites PME qui ont besoin de se refinancer pour pouvoir avoir accès au crédit bancaire. Voilà, donc, et là encore non plus, aucune thématique ni dans l'innovation, ni dans l'intervention de haut de bilan des PME existantes. La Normandie n'est pas une société si créative, enfin notre région n'est pas si créative qu'on ait le choix et le luxe de choisir les thèmes d'investissement. Voilà. Madame Chétrit, pour le FSI Région. Oui, alors bonjour à tous et à toutes. Alors, qui sommes-nous, effectivement, FSI Région, puisque c'est un nom qui est nouveau. Voilà, c'est un nom qui est nouveau dans le capital investissement français, mais en revanche, FSI Région n'est pas un nouvel acteur dans le capital investissement. S'il s'agit en fait tout simplement de l'historique société de gestion de fonds de commun de placement à risque qui s'appelait Avenir Entreprise, qui a été rebaptisée FSI Région. Et Avenir Entreprise, en fait, c'est une structure qui existe déjà depuis plus de 25 ans et qui a été donc la société de fonds propres ou la filiale de fonds propres créée à l'origine par OSEO. Donc il y a plus de 25 ans aujourd'hui. Alors FSI Région aujourd'hui est une structure qui est détenue encore à 20% par OSEO et 80% donc par la Caisse des dépôts. Pourquoi ce changement de nom? Ça a été tout simplement pour marquer notre proximité avec le FSI, qui est le Fonds stratégique d'investissement, donc qui a été lancé vers la fin 2008
par Nicolas Sarkozy et dont l'objectif était d'accompagner en fonds propres donc les grandes entreprises. Alors, pourquoi ce changement, pourquoi ce rapprochement? C'est tout simplement parce qu'à une autre échelle, on a exactement la même mission qui est d'accompagner donc en fonds propres le développement des entreprises. On a d'autres points communs avec le FSI, c'est que l'on a les mêmes actionnaires, on a le même patron, et puis le FSI est le seul souscripteur de nos derniers fonds, donc FCPR. Alors, à cette occasion donc, de ce changement, on a eu de nom, notamment on a eu une mission qui a été renforcée, principalement de deux manières. Notre métier donc d'investisseur a été financièrement musclé, puisque nous avons eu une dotation supplémentaire de 350 millions d'euros, et aujourd'hui on a donc sous gestion 800 millions d'euros de fonds. Et l'autre grande évolution, c'est le nombre d'implantations qui a été développé, puisque nous sommes passés de 8 implantations à 14 implantations donc en région, et d'où ma présence aujourd'hui en Haute-Normandie, sachant que je couvre la Haute et la Basse-Normandie depuis le 1er juin. Donc voilà pour une première brève présentation. Merci beaucoup. Monsieur Leplat, de la Société Générale, vous intervenez au sein d'une filiale de Capital Développement de la Société Générale. Oui, bonjour. Donc, je représente la structure de capital investissement de Société Générale, la seule structure de capital investissement du groupe Société Générale, donc qui s'appelle Société Générale Capital Partenaire, qui est un outil dédié uniquement à l'accompagnement des PME. Donc, on est une entité qui maille le territoire national. Moi, je représente Société Générale Capital Partenaire pour la région, entre autres. Et on a vocation en fait, à accompagner les PME dans leurs projets de développement, capital développement, renforçant leurs fonds propres, avec une fourchette assez large de taille d'entreprise. C'est-à-dire qu'on intervient dans les entreprises qui ont un chiffre d'affaires déjà de l'ordre de 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, on est capable de descendre assez bas jusqu'à, il n'y a pas de limite haute, mais la grosse PME qui peut faire plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, avec des tickets d'investissement qui sont là encore très larges, entre 300 000 euros et près de 10 millions d'euros. On investit, particularité, on investit les fonds propres de la Société Générale, donc on n'est pas, pour en parler, un fonds d'investissement, c'est vraiment les fonds propres de la Société Générale qui sont investis dans l'objectif d'accompagner les clients du réseau Société Générale dans leur problématique de capital développement, dans le renforcement de fonds propres. Très bien, alors peut-être on va remonter la boucle. Donc, au niveau de l'amorçage avec M. Guicheux, comment aujourd'hui vous intervenez, quelles sont les cibles d'entreprise que vous avez? Est-ce que c'est en termes de secteur d'activité ou de taille d'entreprise, et à quel moment du développement de l'entreprise vous souhaitez intervenir? Alors, sur le secteur, il n'y a pas de secteur d'activité particulier. On intervient sur tout secteur, que ce soit les biotechnologies, les technologies médicales, l'Internet, l'édition logicielle, etc., les services innovants. Donc, il n'y a pas de secteur particulier. On couvre l'ensemble des secteurs possibles pour peu que l'entreprise soit innovante et technologique. On intervient donc en amorçage avec le fonds d'amorçage, donc interrégional, sur ces phases de développement, mise au point d'un prototype et aussi de financement de l'amorçage pré-commercial de l'entreprise. Donc on investit des montants qui vont j'ai déjà dit tout à l'heure, de 300 à 500 000 euros, et avec une sélection de projets qui se fait classiquement pour un investisseur, avec un premier rendez-vous très ouvert, où on balaye tous les secteurs de l'entreprise, son business plan. Après, il y a une mécanique qui associe, on a mis en place autour du fonds interrégional d'amorçage un club entrepreneur, donc on associe à ce deuxième rendez-vous un club entrepreneur, un autre partenaire de Go Capital, et on se fait une opinion à 3 sur le dossier, et on rentre successivement dans des phases d'approfondissement du projet jusqu'à ce que le projet soit présenté en comité de partenaires de Go Capital et ensuite en comité d'investissement pour la décision finale d'investissement. Le processus prend entre 4 mois et 6 mois sur le projet.
Donc c'est un processus assez long, assez fouillé. Et puis il peut s'arrêter à un moment donné pour X raisons, sur la propriété intellectuelle, sur le business model, sur les perspectives financières du projet, sur l'équipe, etc. Mais il peut reprendre aussi, puisque il y a un certain nombre de dossiers qu'on ferme, mais qu'on rouvre 2 mois, 3 mois, 6 mois plus tard, parce que le projet a avancé, parce qu'il s'est fait aussi, dans certains cas, financé par des business angels. Ça a permis de franchir une première étape, et on peut être amené à regarder à nouveau les projets. Depuis septembre 2011, j'ai vu, moi, donc sur un an, j'ai vu entre 70 et 80 projets sur les 2 régions. Donc c'est un nombre de projets assez important qui sont amenés par l'écosystème, en règle générale. Donc ça peut être KPMG, la CDC, les incubateurs, les technopoles, les CCI. Tout cet écosystème nous envoie des projets. Et sur les 70-80 projets qu'on a regardés, aujourd'hui, on a fait 3 propositions d'investissement à 3 projets, 2 sur Rouen et 1 sur Caen. Voilà. Et 2 dans le domaine des technologies médicales et 1 dans le domaine de l'informatique et de l'IT. Alors qu'on comprenne bien, en fait, votre fonds, il est vraiment à destination d'entreprises, on va dire jeunes. Oui. Plutôt il y a des critères. C'est moins de 500 000 euros de chiffre d'affaires, moins de 8 ans. Donc dans les critères, il y a moins de 500 000, moins de 8 ans. L'innovation est le cœur du métier de l'entreprise. Voilà, l'innovation est le cœur du métier de l'entreprise. Qu'elle puisse être éligible au FCPI et qu'elle réponde aux critères de jeune entreprise innovante. Donc c'est tous ces critères qui sont regardés et qui sont constitution du règlement du fonds. Donc on ne peut pas passer outre ces critères. Donc il y a des critères techniques et puis après il y a des critères évidemment de projet. Monsieur Claude, vous, tout à l'heure, vous nous disiez justement que vous n'êtes pas aussi restrictif par rapport à l'innovation, hein, pour accompagner les entreprises. Donc justement, quelles sont un peu les cibles que vous avez, si vous en avez, par rapport à ces entreprises? Tout à l'heure, vous disiez que c'était plutôt avant en création, maintenant peut-être un peu plus sur le développement de l'entreprise. Oui, je pense que pour résumer, c'est vrai que la trajectoire des dossiers chez nous, elle ressemble étrangement à celle de tous les fonds d'investissement. Les entreprises qui nous intéressent sont des entreprises qui sont innovantes, mais innovantes au sens large. C'est-à-dire que l'innovation de rupture, c'est un peu l'Eldorado auquel tout le monde rêve, mais l'innovation peut se trouver partout. Dell, quand il a inventé, je cite toujours cet exemple, il n'a pas inventé l'ordinateur, mais il a inventé une autre façon de le vendre. Et une baraque à frites qui se trouve à un endroit où personne ne se mettrait ailleurs, ça peut être innovant. Tout peut être innovant à partir du moment où personne d'autre ne le fait. Et parce qu'il faut avoir un avantage compétitif, et je crois que cette notion d'innovation, il faut la prendre vraiment au sens large. Et je crois que c'est d'ailleurs que ça a été repris récemment par je ne sais plus qui. Donc nous, c'est innovant au sens large, avantage compétitif, c'est ce qu'on va rechercher dans un dossier. Alors ensuite, la trajectoire, j'y reviens quand même un petit peu. Le dossier, il arrive chez nous sous forme informatique, il est étudié dans un premier temps par un expert financier. Ensuite, on le traite en réunion de bureau. S'il présente de l'intérêt, il est étudié par 2 ou 3 membres qui connaissent un petit peu le domaine d'activité et qui vont l'auditer plus en profondeur. Éventuellement, amender un peu la stratégie, amender un petit peu les choses, le transformer un petit peu. Et ensuite, passer en réunion plénière, où là, chaque membre se prononcera pour y aller ou pas et faire son petit chèque. Et en finale, quand ça marche, ça peut faire un investissement de 100 à 200 000 euros pour prendre une fourchette large. On a même traité des dossiers plus petits que ça pour 25 000 euros. Mais voilà, et puis quelquefois, quand on revient plusieurs fois sur un dossier, on peut monter à plus de 500 000 euros sur un même dossier. Donc voilà un petit peu notre domaine d'intervention. Alors, entreprise innovante, le stade d'intervention, c'est vrai que jusqu'à présent, on est intervenu dans des entreprises qui sortaient juste de l'incubateur, où l'idée était juste couchée sur le papier, validée quand même par l'incubateur. Il y avait des petites études de marché, il y avait des choses qui avaient déjà été faites. Et on intervenait à ce moment-là, à un moment où personne d'autre ne veut y aller, les fonds d'investissement ne veulent pas y aller, les banques encore moins, parce que c'est pas vraiment dans leur domaine. Et donc, on investit avec un risque maximum. Alors, jusqu'à présent, fort heureusement, la loi TEPA nous a aidés à trouver des investisseurs qui couvraient quand même une partie de leur risque grâce à ça. Et on espère que cette loi TEPA ne sera pas trop bougée, parce que sans ça, les fonds d'investissement Business Angel et les Business Angels risquent d'être beaucoup moins
investissants. Mais donc, il faut savoir que les business angels, ça représente à l'heure actuelle, je crois, de l'ordre de 8000 personnes en France. Ce sont les derniers chiffres de France Angel. Et l'investissement en capital par business angel ou apparenté a dû représenter quelque chose de comme 200-300 millions l'année dernière, ce qui est quand même pas négligeable dans l'économie du pays. C'est très loin évidemment de ce qui peut être mis dans l'économie par les fonds d'investissement, les fonds régionaux et les banques, mais bon, ça participe à démarrer des entreprises qui autrement ne démarreraient pas. Enfin, c'est ce que je pense, je me trompe peut-être, je pense qu'on pourra en discuter avec nos amis banquiers, mais voilà notre façon de travailler. Et le but de l'opération, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'être toujours minoritaire. Et on espère toujours sortir entre 3 et 5 ans. En général, c'est beaucoup plus long. C'est beaucoup plus court quand ça part en vrille et c'est beaucoup plus long quand ça marche. Voilà. Alors on va passer, je dirais un peu brutalement, parce qu'on va sauter le capital risque, puisque CNETSI n'étant pas là. Donc on va passer au capital développement. Donc forcément, on va passer une marche. Ça va peut-être être un peu brutal pour nos auditeurs, là. Mais Madame Chétrit, quelles sont votre cible pour votre capital, votre fonds de capital développement? Alors, tout à fait, au sein du capital donc investissement, FSI Région se positionne sur le marché donc, du capital développement et du capital transmission. C'est-à-dire qu'effectivement, nous n'intervenons pas, nous, en amorçage, ni en capital risque. Alors, les entreprises qui sont éligibles sont des sociétés qui ont au moins 3 ans et qui réalisent au minimum un chiffre d'affaires qui... Ça va varier entre 2 millions à 3 millions d'euros au minimum en fonction des fonds et donc 3 années d'existence. Alors, qu'est-ce que l'on finance? Qu'est-ce que l'on accompagne? Donc, le développement de l'entreprise, ça comprend la croissance interne et également donc, des opérations de croissance externe. Donc, le plus souvent, on va avoir affaire donc, à des projets plutôt ambitieux qui vont au-delà du renouvellement, je dirais, courant de la vie des sociétés. Ce sont des projets qui vont représenter une étape et qui vont nécessiter, donc, en complément de financement bancaire, un renforcement des fonds propres de façon à pouvoir déjà le concrétiser et surtout le concrétiser en le sécurisant, c'est-à-dire en maintenant de bons ratios de fonds propres endettement et puis en limitant effectivement les remboursements, dans la mesure où nous accompagnons donc ces projets par des interventions, donc soit en actions ou soit en obligations convertibles, donc soit en fonds propres durs ou bien en quasi fonds propres. Alors, nous intervenons également donc dans les projets de transmission. Donc là, ce sont des projets de LBO, MBO ou bien MBI. Et là, l'objectif des fonds propres est effectivement aussi de permettre de rendre plus solide donc le projet et de se rapprocher grâce à un meilleur équilibre, à des ratios après projet qui vont être beaucoup plus sécurisants, notamment toujours ce fameux rapport fonds propres et fonds d'emprunt, et également la remontée de dividendes nécessaires pour faire face donc, à la date senior. Donc voilà plus précisément là où nous nous situons, le développement et le capital transmission. Donc ce sont des entreprises qui sont déjà bien implantées sur leur marché Alors, ce sont naturellement des entreprises qui sont effectivement bien établies sur leur marché, qui sont profitables et qui ont un potentiel de développement. L'objectif des fonds propres, là, est d'être un accélérateur pour permettre à l'entreprise de se développer plus rapidement que si elle devait le faire uniquement sur sa propre rentabilité. Donc, c'est des entreprises qui ont au minimum un chiffre d'affaires de quel ordre? Alors, 2 millions d'euros minimum. D'accord. Et l'entreprise, on dit une entreprise bien établie, mais c'est sur une entreprise avec un historique de 3 ans. Monsieur Leplat, si vous voulez, peut-être, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelques éléments sur les cibles et les modalités d'intervention de votre fonds Société Générale. Oui, alors sur les modalités, on est assez proche de FSI Région. Donc d'ailleurs, on co-investit assez régulièrement avec FSI Région. Donc je ne vais pas vous refaire le positionnement. Sachant que nous, on intervient sur des cibles, hein, on commence même à 1,5 million de chiffre d'affaires pour des projets où il y a beaucoup de croissance et on souhaite intervenir
dès ce tour de table pour les entreprises qui ont une croissance importante, qui misent sur l'innovation, qui ont des projets. En termes de catégorie d'entreprises, on est très généraliste, c'est-à-dire qu'on est capable d'investir dans le secteur de l'automobile. On a investi dans le secteur de l'automobile, par exemple, alors je grossis le trait, c'est un peu caricatural, mais dans une entreprise en Basse-Normandie, parce qu'elle avait un positionnement de niche, qu'elle était complètement à l'international, pas dépendante de son marché français. Et voilà, ça veut dire que dans le domaine de la plasturgie, ça veut dire qu'il y a des niches de marché et qu'il y a des secteurs où on peut trouver des entreprises qui ont un positionnement différenciant, qui ont réussi à miser sur l'innovation. Donc voilà, il y a des secteurs où on est vraiment tout secteur d'activité, même si on va être beaucoup plus vigilant sur des secteurs comme l'automobile. Mais voilà, on regarde tous les secteurs possibles et on est, comme FSI Région, à la fois capable de travailler sur des projets de croissance interne, de croissance externe, de réflexion, de préparation à la transmission, avec tous les outils qui ont été développés jusqu'à maintenant. Voilà pour les principaux éléments. En termes de comment vous intervenez, quel est votre ticket d'entrée Oui, notre ticket d'entrée minimum, il est de 300 000 €, donc on est capable de descendre assez bas. Notre process, il est très court. On est une équipe au sein de la Société Générale d'une quinzaine de personnes. Malgré la taille de la banque, on est une équipe très ramassée, donc c'est ce qui permet d'avoir un process de décision assez court. On a des comités avec des décisions collégiales toutes les semaines. Donc on est capable, je ne dis pas de réagir dans la semaine ou dans les 15 jours, et un dossier prend toujours entre 4 à 6 mois, comme ça a été précisé, mais on est capable de venir devant un comité très rapidement et de revenir vers le dirigeant d'entreprise avec des décisions assez rapidement. Vous investissez plutôt de manière minoritaire, majoritaire? Alors on a une culture uniquement minoritaire. On est bien dans l'entreprise avec un pourcentage, on va dire, entre 10 et 30%. Au-delà, on veut pas, surtout, il n'y a pas d'ingérence dans la gestion quotidienne de l'entreprise. En deçà, on estime qu'on a une part trop infime pour pouvoir aider vraiment le dirigeant de manière proactive dans ses prises de décision stratégiques. Donc voilà, on est bien entre 10 et 30% en termes d'approche, mais toujours minoritaire. Madame Chétric, pour compléter les propos que vous nous donniez tout à l'heure, quels sont les tickets d'entrée par rapport au FSI Région? Alors, tout comme ça vient d'être précisé, notre ticket mini est de 300 000 €, bon, jusqu'à 4 millions d'euros pour FSI Région, et ensuite, ça peut être des interventions de la Caisse des dépôts. Mais au minimum, on intervient à 300 000 €, donc ce qui est un montant quand même relativement bas, avec en philosophie, je dirais, d'intervention, bien d'être toujours minoritaire, de favoriser également le co-investissement, donc avec nos partenaires. Et puis, effectivement, on n'intervient pas du tout dans la gestion de l'entreprise. D'accord. Monsieur Claude, sur NBA, le ticket d'entrée, vous l'avez dit tout à l'heure, mais on peut le redonner, vous dites tout à l'heure entre 100 000 €. Ticket d'entrée, on se trouve vraiment dans la zone d'investissement qui n'est pas citée par les autres intervenants. On se situe, nous, dans une zone d'intervention entre 0 et 200 000 € à peu près. Aussi bien dans l'amorçage, dans le financement de l'innovation ou dans l'apport en fonds propres. Pour différentes raisons. D'abord, nos moyens sont limités. Ensuite, on n'a aucun frais de structure. Et ce qui nous permet d'étudier les dossiers sans avoir le problème de rentabiliser, d'amortir le coût des études. Donc c'est pour ça qu'on peut se permettre de regarder des tout petits dossiers. Et on a l'intervenant qui se trouve, si on traçait un petit croquis avec les niveaux de risque et les niveaux d'intervention en capital, dans la zone de risque la plus forte et dans la zone d'intervention en capital la plus petite. On fait partie de la chaîne de capital, de la chaîne d'investissement dans cette petite zone-là. Tout à l'heure, vous parliez de France Angel, ou Angels. Donc, vous pouvez nous dire peut-être un mot sur ce réseau, et notamment sur le fait que lorsque vous pouvez faire intervenir dans le financement dans l'entreprise, vous faites appel vous pouvez faire appel à d'autres business angels? Alors, France Angel, en fait, c'est une espèce de fédération de toutes les associations de business angels. Donc, ça doit regrouper à l'heure actuelle, je ne sais pas, une centaine de groupes de business angels en France. Et donc,
France Angel nous permet de collecter des informations sur le plan juridique, sur le plan fiscal, de mener du lobbying auprès des élus en période d'agitation fiscale, comme en ce moment, etc. Donc, ça nous permet d'avoir un lien avec ce qui se passe dans la capitale. Et en même temps, c'est un organe de formation et d'harmonisation des process entre les différents clubs sur les pactes d'actionnaires, sur les process d'investissement, etc. Ensuite, la deuxième partie de la question, excusez-moi, je l'ai loupé dans l'histoire. C'était si vous intervenez avec d'autres business angels. Oui, on intervient avec d'autres business angels. Alors, dans Normandie, il y a trois associations, 3 groupes. Il y en a un ici qui se trouve à Honfleur, sur Honfleur-le-Havre, qui s'appelle Norminvest. Et il y en a un autre qui se trouve à Caen, qui s'appelle Normangels. On a des liens assez étroits avec eux. Il nous arrive d'échanger des dossiers et de co-investir avec eux. De la même façon qu'on a co-investi déjà plusieurs fois avec NCI et qu'on a failli investir avec Go Capital. Voilà. Donc on ne travaille pas tout seul parce que sur des dossiers qui demandent plus que le ticket qu'on est capable de sortir, on essaye de monter avec d'autres personnes. Donc c'est ce qui s'est fait avec NCI sur 3 dossiers, je crois. D'accord. Voilà. Monsieur Guicheux, sur le fonds d'amorçage, tout à l'heure, vous nous donniez un ticket d'entrée autour de 300 000 euros sur le premier tour de table, on va dire. Oui, mais on peut investir. On a investi sur un dossier, là, le premier dossier qu'on a fait sur la Haute-Normandie. On a investi 200 000 euros. Donc on peut investir sur des tickets inférieurs à 350 000 euros, donc de l'ordre de 150 000 euros. En dessous, ça devient effectivement petit. Et c'est d'autres acteurs, effectivement. Mais là où Normandie Business Angel n'a pas de frais pour l'examen de ces dossiers, nous en avons. Donc il y a un ticket minimum, effectivement, qui doit se situer aux alentours de 150 000 euros, 200 000 euros sur les dossiers. Mais on a la capacité à réinvestir, on a la capacité à trancher. Sur le fonds d'amorçage, le maximum d'investissement, c'est 3 millions d'euros. Donc ça représente quand même une intervention sur ces phases de développement de prototypes et de mise au point de prototypes et de pré-amorçage commercial. Ça représente quand même des sommes significatives. Et puis l'autre élément, c'est qu'on est une société de gestion qui porte aussi des FCPA, des FCPI. Et derrière le fonds d'amorçage, on est capable aussi d'enchaîner après la phase d'amorçage par des fonds de capital risque pour permettre de développer le projet et lui faire atteindre des chiffres d'affaires significatifs de l'ordre de 5 à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà. Et quelle est la sortie souhaitée, imaginée, du fonds d'amorçage ? Alors, le fonds d'amorçage a des spécificités par rapport aux autres fonds de capital risque. La première spécificité, c'est que sa durée est longue. Donc, c'est une durée de 10 ans, renouvelable 5 fois un an. Donc, on se situe sur des périodes très, très longues, de 15 années pour la sortie, alors que sur les autres fonds, on est sur des périodes de 8 ans, renouvelables jusqu'à 10 ans maximum. Donc, on imagine sur un fonds de capital risque, on commence à travailler sur les sorties au bout de 5 années après l'investissement. Là, on a des périodes un peu plus longues, donc c'est à partir de la 7e, 8e année qu'on va commencer à regarder comment sortir et désinvestir du projet. Donc on espère, comme tout le monde, sur ces projets où on investit, où il y a un risque fort, à la fois un risque de marché, un risque de produit, un risque d'équipe, enfin on multiplie les risques sur ces projets. On a été bien souvent confronté à des projets qui ont dû se réorienter, on a dû changer de management dans certains cas, refinancer, réinjecter des fonds dans la plupart des cas, donc des projets très risqués. Donc on espère toujours une sortie, une très très belle sortie sur les 40 projets qu'on a investis avec nos différents fonds. On a fait 8 sorties, dont une très très belle, à plus de 150 millions de dollars. Donc c'était une très très belle sortie pour nous. C'est la meilleure sortie qu'on ait faite. Donc on espère toujours investir dans un dossier qui nous permettra de faire une sortie comme celle-là. Voilà. Mais quelles sont les difficiles. Et quelles sont les possibilités de sortie justement que vous envisagez? Alors, il y en a classiquement, c'est plutôt les sorties industrielles, donc la cession de la société à un autre acteur, souvent de plus grosse taille, français ou étranger. Ça, c'est la
la voie la plus certaine et la plus facile à mettre en œuvre. La deuxième voie, c'est une introduction sur un marché financier, où là, c'est une voie aujourd'hui qui est quand même un petit peu plus difficile, un petit peu plus compliquée à mettre en œuvre, même si récemment, les introductions ont un petit peu ont redémarré, mais ça reste quand même une voie difficile, avec des sociétés qu'on doit déjà amener à un niveau de chiffre d'affaires relativement important, une rentabilité proche ou déjà réussie. Donc voilà, le deuxième axe. Le troisième, c'est un axe qui se fait dans des rares cas, mais c'est en général quand on n'a pas réussi à développer l'entreprise comme on le souhaitait, on revend notre propre part aux fondateurs de la société, donc souvent sur des valorisations à ce moment-là qui sont quand même pas très très élevées. L'autre possibilité aussi, c'est de faire entrer un fonds type LBO ou Capital Développement qui nous rachète nos parts au moment où ils rentrent et il nous fait sortir, mais là aussi c'est rarement sur des valorisations qui sont quand même très élevées. Donc voilà, mais il y a au moins 4 ou 5 possibilités de sorties différentes et qui sont managées au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise et de son développement. Monsieur Claude, sur Normandie Business Angel, votre sortie espérée, elle se situe sous quel délai ? Se situe à peu près dans les mêmes délais. Comme je le disais tout à l'heure, lorsque ça ne marche pas bien, bon, généralement, ça va très vite. Au bout d'1 an ou 2, on est fixé. Par contre, le développement d'une entreprise, avec les développements technologiques, les petites recherches, etc., les preuves de concept à apporter, c'est souvent plus long que ce qu'on a prévu. Et l'objectif de sortie qu'on s'est fixé au départ de 3-5 ans, souvent, on se retrouve encore sur le dossier quelques années de plus. Alors, on rêve et on espère toujours sortir de la même façon que vous l'avez dit, au travers de fonds d'investissement ou régionaux ou thématiques. La difficulté qu'on a, c'est que dans la zone d'investissement où on se trouve, dans de faible investissement, bien souvent, il n'y a pas encore eu de création de chiffre d'affaires. La valorisation de l'entreprise, elle n'a pas encore énormément évolué. Et on est dans une zone qui est encore un peu petite pour intéresser des fonds d'investissement. Donc il y a une espèce de désert de financement dans la zone de 150, 300 000, 500 000 à 1 million ou 2 millions ou 3 millions, qui est pratiquement le minimum requis par les grands fonds thématiques nationaux. Donc là, il y a une espèce de difficulté. Alors bon, je pense que l'arrivée de Go Capital devrait permettre de régler une part de ce problème. Mais c'est une difficulté non négligeable pour nous et pour l'ensemble des business angels en France. Alors maintenant, sur les statistiques de sortie, c'est ce qu'on dit à France Angel, c'est que sur 10 dossiers, il y en a 5-6 il y en a 3-4 qui vont planter, il y en a 2-3 qui vont avoir une rentabilité moyenne, puis avec un coup de chance, il y en a un qui payera pour tout le monde. Voilà, c'est un petit peu ce que tout le monde espère. Pour le moment, nous n'existons que depuis 5 ans, donc c'est encore un peu tôt pour sortir des statistiques en ce qui concerne Normandie Business Angel. Donc voilà. Alors en ce qui concerne par contre les investissements dans les petites PME en recherche d'augmentation de fonds propres pour des projets d'acquisition d'entreprises ou d'investissement et nécessité de renforcement, là ce qu'on envisage généralement, ce que l'on proposera généralement, ce sera un rachat par les dirigeants. Mais si un fonds d'investissement nous propose des gros chèques, je pense qu'on ne dira pas non. Voilà un petit peu ce que l'on recherche. Madame Chétrit, sur le capital développement, on est sur une période un peu plus longue que 5 ans ? Oui, tout à fait. Alors, FSI Région gère des FCPR, donc avec des durées bien sûr limitées. Donc l'objectif, la sortie fait partie effectivement des objectifs et est sortie donc dans de bonnes conditions. Mais par rapport à la moyenne de ce qui peut se faire sur le marché, nous sommes plutôt un fonds plutôt patient. On est présent sur des durées de 6-7 ans. Et on a la possibilité également, comme nous avons différents fonds avec un souscripteur quasi unique et le même, donc éventuellement de pouvoir revenir aux côtés de co-investisseurs, donc dans d'autres opérations, ce qui fait qu'il nous arrive de participer donc lors de sorties
à des LBO secondaires, voire des LBO tertiaires. À titre d'exemple, dans la Grande Récré, qui est une enseigne relativement connue, nous sommes présents depuis au moins 15 ans, à titre d'exemple. Donc il y a différentes possibilités. Un objectif à 6-7 ans, mais possibilité d'accompagner encore autrement. Monsieur Guicheux, au sein de votre fonds d'amorçage, vous m'aviez parlé d'un accompagnement, une particularité de votre fonds qui concerne un club entrepreneur. Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots ? Oui, j'ai évoqué tout à l'heure rapidement. On a créé autour du fonds d'amorçage un club entrepreneur, donc qui est constitué de personnes qui ont entrepris et réussi dans le domaine des entreprises innovantes et technologiques, et qui sont réunis en club et qui ont vocation à accompagner les projets dans lesquels le fonds d'investissement d'amorçage interrégional va investir. Donc sur 3 niveaux d'accompagnement différents, on a imaginé l'action du club entrepreneur. Un premier niveau, c'est une participation à un conseil d'administration. C'est le niveau le plus bas dans la dégradation du niveau d'intervention, sachant que le fonds sera aussi représenté au conseil d'administration des sociétés. Mais ça permet d'amener dans le conseil d'administration d'entreprise une compétence métier, marché, business que nous n'avons pas forcément en tant que gestionnaire du fonds. Donc ça, c'est le premier niveau d'intervention. Le deuxième niveau d'intervention, c'est un niveau de coaching. On a imaginé que les membres du club entrepreneur qui sont associés dans le processus de sélection et de décision d'investissement sur les projets. Donc on a imaginé que sur une fonction réglementaire, business développement, production par exemple, comme on investit très tôt dans des projets où les équipes ne sont pas complètement constituées, un membre du club entrepreneur pouvait accompagner les fondateurs et leur donner, sur la base d'une journée, 2 jours, 3 jours par mois, des conseils et de l'accompagnement sur une fonction managériale. Le troisième niveau, c'est un niveau encore un peu plus élevé, c'est direction générale. L'idée, c'est qu'un membre du club entrepreneur puisse assurer un mandat de direction générale dans l'entreprise dans laquelle on va investir, sur une base d'un mi-temps par exemple ou d'un tiers-temps, sachant que dans certains projets, on va investir dans des projets par exemple issus de la recherche publique, dans lequel on a 2 chercheurs, 3 chercheurs qui ne sont pas des entrepreneurs, en tout cas qui n'ont pas l'expérience de l'entrepreneuriat, qui n'ont pas l'expérience de la direction générale de l'entreprise. Et l'idée, c'est d'associer à une équipe plutôt technique, plutôt R&D, d'associer une compétence managériale, entrepreneuriale, pour donner au projet une chance de réussite supplémentaire. Donc là, c'est un membre du club entrepreneur qui pourrait avoir cette mission, sachant que pour la mission de coaching ou pour la mission de direction générale, on prévoira dans l'enveloppe de financement les moyens de la rémunération du membre du club qui s'associera au projet. Alors, c'est difficile parce qu'il faut trouver la bonne compétence au bon moment et que ça, en plus, ça fit avec les porteurs de projet. Donc, ça fait 3 conditions à réunir. Mais là, sur les premiers projets dans lesquels on a investi, on a trouvé des membres du club entrepreneur qui se sont associés au projet, notamment sur des missions de coaching. Donc, c'est quelque chose qu'on met en place. On est toujours à la recherche de compétences pour nourrir ce club, pour le faire croître. Initialement, comme on était très investi sur la région Bretagne et Pays de la Loire, donc c'est plutôt pour l'instant des chefs d'entreprise ou anciens chefs d'entreprise bretons et Pays de la Loire. Aujourd'hui, on cherche à compléter le club par des personnalités sur la haute et la basse Normandie. Voilà. Monsieur Claude, au niveau de Normandie Business Angel, est-ce que vous proposez également un accompagnement du chef d'entreprise ? Oui, il y a encore beaucoup de similitudes. Notre club d'investisseurs, en fait, c'est le club d'entrepreneurs. Ce sont les mêmes qui investissent et qui vont faire l'accompagnement. Lorsqu'on investit dans une entreprise, on signe entre Business Angels une convention, une espèce de petit pacte d'associés intrinsèque à NBA, qui désigne deux membres de l'association pour poursuivre le dossier. NBA sera représenté au conseil de surveillance. Enfin, généralement, les entreprises dans lesquelles on investit sont structurées en SAS. Donc, on fait partie du comité de suivi, conseil de surveillance, appelons ça comme on veut. Et bien évidemment, on va suivre régulièrement la vie de l'entreprise
et aider les porteurs du projet à résoudre tous leurs problèmes et à éviter de tomber dans toutes les choses trappes qui peuvent se présenter à eux. Généralement, les gens qui créent, en particulier ceux qui sont issus de la recherche publique, ne s'imaginent pas du tout ce qu'ils vont trouver devant eux comme difficulté. Et nos membres qui ont quand même pas mal de bouteilles, pas mal d'expérience et connaissent un peu et ont tous un bon réseau local, essayent de les aider à surmonter toutes ces difficultés. Donc voilà l'accompagnement qu'on a, plus aider également les créateurs dans la solitude du créateur de fonds. Il y a des moments quand on est entrepreneur, je pense que beaucoup ont connu ça. On a des moments pas faciles, on passe des nuits pas faciles. Le fait simplement de pouvoir parler avec quelqu'un qui a un peu d'expérience, qui a déjà vécu ça aide à décomprimer, à déstresser un petit peu et à mettre les choses un peu plus en perspective. Donc ça fait partie aussi du boulot d'accompagnateur. Oui, juste si je peux rajouter une chose aussi sur Go Capital et sur tous les fonds. On s'associe aussi souvent au réseau Entreprendre et au Centre des jeunes dirigeants avec lequel on collabore. On participe à leur comité, ils participent au nôtre pour aussi avoir un réservoir supplémentaire avec les business angels aussi de gens qui sont susceptibles d'accompagner les projets et d'accompagner les porteurs de projets. Idem. Très bien, je vous propose de passer à la deuxième phase de notre table ronde. Maintenant qu'on a vu quels étaient les champs d'intervention de ces différents fonds d'investissement, Monsieur Duval, dans cet environnement d'augmentation de capital, comment Oseo se positionne? Alors, Oseo nous va intervenir en complément des interventions en fonds propres. Et surtout sur plusieurs façons de voir les choses. C'est-à-dire que notre volonté, c'est, dans un premier temps, c'est d'accompagner cette levée de fonds. On est amené, dans certains cas, pour les sociétés de capital qui interviennent, de garantir les fonds qui vont être mis dans les entreprises, justement pour partager le risque avec la société qui gère justement les fonds, de manière à faciliter, dans certains cas, l'intervention des fonds propres. Il est également utile dans certains cas pour certaines entreprises, lorsqu'elles ont besoin de rentrer dans une logique de développement, de se rapprocher auprès de certains fonds bien spécifiques en termes d'innovation, qui sont les fonds de commun de placement pour l'innovation. Et ces fonds, généralement, demandent à ce qu'elles aient une labellisation pour l'entreprise, une entreprise innovante. Donc il est demandé à Oseo d'apporter cette labellisation. Ces fonds de commun de placement pour l'innovation sont générés par des sociétés capital risque qui obtiennent une défiscalisation dès l'instant qu'elles peuvent justifier que 60% de leurs fonds ont été injectés dans des entreprises innovantes. Donc il faut absolument qu'elles s'assurent que ces entreprises ont bien un caractère innovant et c'est la labellisation qui est octroyée par Oseo pour pouvoir intervenir dans ces entreprises. Donc là, on est plutôt sur les relations avec les investisseurs. Pardon Stéphane, oui. Ce sont les fameux FCPI que voilà. Tout à l'heure on a pu indiquer, soit par le biais de Mme Chétrit ou M. Guicheux. Donc là, ce sont les relations qu'entretient Oseo avec les sociétés de capital risque ou capital développement. Ce qu'il faut voir derrière, c'est la relation que l'on a également avec les entreprises, puisque l'entreprise qui réalise une levée de fonds est généralement dans une logique de développement de son entreprise. Et donc, il est certainement dangereux pour l'entreprise de vouloir focaliser son financement sur un axe, c'est-à-dire uniquement sur une levée de fonds ou uniquement sur sa rentabilité. Donc, il est généralement intéressant de mixer différents types de financement. Et c'est là que Oseo peut intervenir, au même titre que les partenaires bancaires, puisqu'une entreprise qui fait une augmentation de capital va augmenter sa capacité d'endettement pour pouvoir financer certains besoins dans les entreprises. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Un des produits phares qui a été mis en place par Oseo, ce qu'on appelle le contrat de développement participatif, a été mis en place à la sortie de la crise après 2008-2009, justement pour apporter des solutions aux entreprises qui avaient besoin de relancer l'investissement dans leur société.
et également pour des entreprises qui voulaient franchir certaines étapes clés, notamment pour faire des opérations de croissance externe. Donc ce contrat de développement participatif, c'est un prêt qui est proposé à une entreprise qui réalise une levée de fonds, puisqu'en fait, le montant réalisé en levée de fonds peut être mis en équivalent en contrat de développement participatif. Donc on peut intervenir jusqu'à hauteur de 3 millions d'euros, dès l'instant que l'entreprise a pu faire 3 millions d'euros de levée de fonds. Bon, le montant minimum est de 300 000 euros, hein, je vous rassure, on n'est pas uniquement sur des montants, donc on varie entre 300 et 3 millions d'euros. Ce sont des prêts qui ont, c'est sur 8 ans et sur 7 ans, avec 2 ans de différé de remboursement. Donc ce qui est intéressant, c'est justement de permettre à l'entreprise qui est sur son projet de développement de pouvoir générer, développer son activité, faire du chiffre d'affaires, atteindre un certain niveau de rentabilité avant de commencer à rembourser le capital du prêt. Et ce sont des prêts sans garantie. Donc ça veut dire qu'on ne demande pas d'hypothèque, de caution ou autre au chef d'entreprise. La seule chose que l'on demande, c'est de partager la réussite. C'est-à-dire, en fait, il y a quand même un montant qui est calé sur le chiffre d'affaires réalisé, ce qu'on appelle, nous, un complément de rémunération. Donc, on accepte d'intervenir dans la société sans garantie, à condition, bien sûr, que si la réussite est au-delà des espérances, eh bien, qu'on puisse avoir un complément de rémunération. Donc, ça, c'est un des vraiment produits phares qui a été développé. Principalement, c'est pour financer des besoins immatériels. Notamment tout ce qui est besoin en fonds de roulement, financer du développement commercial, augmenter sa force de vente, se développer à l'international. C'est vraiment un produit qui est actuellement en fort développement chez Oseo, parce qu'il y a vraiment un besoin de certaines entreprises de pouvoir financer ces développements. Vous m'aviez également parlé de garantie, mais plutôt ciblée vers les investisseurs. Oui, enfin, c'est ce que je vais expliquer un petit peu au début, c'est qu'en fait, on garantit bien sûr les interventions des investisseurs, justement pour faciliter cette intervention. Donc ça, c'est un point qui est généralement intéressant de souligner, car il y a un rôle important au niveau d'Oseo par rapport au partage du risque pour l'intervention d'un investisseur dans une entreprise. Alors on va passer la parole à Monsieur Dexan de la Société Générale. Je suppose que pour une banque, une entreprise qui vient vous voir et qui vient d'augmenter ses fonds propres, je pense que vous voyez plutôt ça d'un bon oeil, c'est plutôt rassurant pour vous. Quels sont également vos champs d'intervention pour accompagner l'entreprise dans ce développement ? Alors c'est très rassurant, mais avant de répondre à votre question, donc là on aborde l'aspect purement bancaire, donc le financement de la dette. Avant, je voudrais revenir sur le positionnement. On intervient uniquement à côté du capital développement, Société Générale de préférence, mais pas seulement. On intervient aussi à côté d'Oseo, à côté du FSI Région. Il n'y a pas de financement, une typologie vraiment spécifique à l'innovation. On parlera plutôt de financement de projet. Donc à l'intérieur, vous pouvez y mettre de la croissance interne, de la croissance externe, du financement d'une implantation à l'étranger. Donc il n'y a pas une typologie propre innovation. Et on n'a pas de secteur d'activité spécifique non plus. Donc déjà, ça resitue un petit peu la chose. Bien sûr, quand on nous parle de fonds propres, la dette, c'est quelque part, il y a une recherche d'effet de levier. Dans le contexte économique dans lequel nous sommes, on a tendance plutôt à valider des dossiers sur lesquels l'effet de levier est nettement moindre que ce qu'il a pu être il y a quelques années. Donc on va rechercher à majorer l'apport ou en fonds propres ou en tout cas sous forme d'OC, enfin d'obligations convertibles, de façon justement à minorer l'effet de levier et donc à minorer quelque part la dette. D'accord. Quels sont un peu au niveau de vos interventions? Vous parliez donc effectivement de financement classique. Est-ce que vous pouvez nous dire plus de détails sur votre mode d'intervention? C'est du prêt C'est essentiellement du prêt et essentiellement du prêt en... Alors si on revient plutôt sur l'innovation, du prêt en fonds de roulement, du financement de fonds de roulement.
Donc on fait ça plutôt sous forme d'ouverture de crédit. Alors quand je dis des prêts classiques, il est évident, comme ça a été d'ailleurs rappelé, que ces prêts vont être bordés par un certain nombre de ratios de façon à limiter l'endettement additionnel. Donc vous allez retrouver des ratios essentiellement de notion de dette financière nette sur EBITDA, des limitations d'endettement ou avec des plafonds d'endettement. Il est évident également que sur ce type de prêt, on va conditionner la sortie des actionnaires ou la sortie et le remboursement des obligations convertibles. On va conditionner ça au remboursement total de la dette. Donc la forme d'ouverture de crédit est souvent préférée à un crédit classique amortissable dès le départ. Souvent, on met en place une franchise en capital d'une durée d'1 an ou 2, parce que le temps que le projet se lance, il faut le retour des cash flows. L'ouverture de crédit permet en plus de... Bon, ça s'amortit au bout de 2 ans, mais ça laisse une certaine latitude, c'est-à-dire que le client va pouvoir, l'emprunteur va pouvoir tirer ce dont il a besoin à l'intérieur de l'enveloppe autorisée, cette enveloppe s'amortissant sur la durée. D'accord. Merci beaucoup. On va passer à la troisième phase de notre table ronde. On a bien compris la mécanique qui consiste à lever des fonds pour impacter son haut de bilan et avoir un effet de levier pour lever de la dette, pour financer son développement. Quelle valeur ajoutée des sociétés de conseil privées peuvent apporter aux entreprises et plus particulièrement aux chefs d'entreprise? Monsieur Goussu, pouvez-vous nous éclairer sur vos accompagnements? Si ça marche, oui. Bonjour. Alors, eh bien, l'accompagnement, je pense que beaucoup de chefs d'entreprise, en tout cas de porteurs de projets, ont des difficultés à déterminer pourquoi lever les fonds et comment y arriver d'une manière logique et efficace. Alors, moi, je fais la levée de fonds depuis plusieurs années. Lever les fonds, c'est-à-dire faire entrer un investisseur en fonds propres dans une entreprise, c'est pour financer essentiellement du recrutement, du marketing, du développement international, de l'action commerciale et l'accroissement du besoin en fonds de roulement qui va avec les projets de l'entreprise. En dehors des questions d'innovation dont je ne vais pas parler maintenant. Alors, l'avantage de faire entrer un investisseur, comme il a été dit par plusieurs intervenants, ça améliore le haut de bilan, donc ça améliore votre cotation de Banque de France, votre ratio de crédit, et vous pouvez utiliser l'effet de levier pour vous développer encore plus rapidement, plus efficacement. Recaler, enfin je dirais remettre les points principaux d'une levée de fonds auprès d'un porteur de projet, c'est le premier travail qu'un accompagnateur peut faire. Ensuite, c'est d'aider le chef d'entreprise à optimiser la présentation de son projet, le business plan, les tableaux financiers, etc. Je crois que mon collègue de KPMG connaît bien le problème. Et puis accompagner le chef d'entreprise dans les entretiens jusqu'à la conclusion de l'opération. Voilà. Donc c'est à la fois aider le chef d'entreprise à bien définir sa stratégie de développement et aussi les investissements qui sont associés. C'est donc l'écriture du business plan. C'est également quelle approche de valorisation on peut défendre auprès d'investisseurs oui. de son entreprise. Ça, c'est un des grands points critiques, c'est la valorisation de l'entreprise qui va déterminer si on va pouvoir convaincre un investisseur d'entrer au capital. Second point critique qui va avec, c'est effectivement l'horizon de sortie qu'on peut proposer à un investisseur. Et ces deux éléments-là doivent être travaillés vraiment avec le maximum de précision et de crédibilité.
Alors, Monsieur Bouteille, vous intervenez au sein de KPMG. Lorsque nous avions échangé pour préparer cette table ronde, j'avais noté 2 mots qui revenaient dans votre discours, c'était accompagner et décrypteur. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces 2 mots? Oui, alors en 2 mots, hein, donc KPMG a développé un service qui est dédié depuis maintenant 3 ans à l'accompagnement des entreprises technologiques et de croissance. Et sur ce segment, on a spécialisé des compétences. Alors des compétences tant en évaluation, pour en reparler, mais également des compétences plus larges sur le plan financier, sur le plan juridique, parce qu'il y a des points clés qui vont bien au-delà de la finance, qui vont être mis en œuvre lors de la rédaction du pacte d'actionnaires notamment. Alors pourquoi est-ce que j'aime bien ce terme décrypteur? Je pense que vous avez tout de suite vu qu'ici, on est dans un microcosme. Hein. Finalement, il y a un peu d'intervenants. Si on rajoutait Scénari, qui est l'incubateur au Normand, et puis Starting Block, l'incubateur de RBS, on a fait le tour. Donc finalement, vous allez vous apercevoir que sur ce marché-là, il y a 5-6 personnes à connaître. Ces 5-6 personnes-là, elles ont pour autant des intérêts qui sont complètement divergents. Si je m'entretiens avec M. Guicheux, si je bosse avec Cédric, son alter ego de NCI, on va parler TRI, on va parler horizon de sortie, on va parler évidemment viabilité du modèle économique. Et avant tout, TRI et sécurisation de ce TRI. Et puis on va s'amuser à faire dans des packs des dispositifs de relution, dilution et dilution, etc. Ça a l'air excitant. C'est super excitant. Je vais revenir après parce que ce vocable, il me semble important. Et je vais vous expliquer pourquoi je vous parle en charabia. La deuxième étape, c'est qu'effectivement, quand on parle innovation, là pour le coup, on va parler jeunes entreprises innovantes, vous voyez qu'on a un pendant qui est complètement différent, c'est celui de financer l'innovation dans des entreprises matures. Si on fait appel à une banque traditionnelle, et l'ASG est une excellente représentante de la banque traditionnelle, l'ASG ne va jamais financer une jeune entreprise innovante. Pourquoi? Parce qu'une jeune entreprise innovante, pendant 2 ans, elle va faire des pertes. Si on fait des pertes, on ne rembourse pas un emprunt. Et ce n'est pas son métier de financer une jeune entreprise innovante. Point barre. Une jeune entreprise innovante, ça se finance avec de l'argent qu'on va injecter en fonds propres. Et on va faire appel pour ça à Go, à NBA, à NCI, voilà, aux grands acteurs. Point barre. Et je pense que quand on a cité ces 3-là, on a fait le tour de l'horizon des acteurs principaux sur la région. Encore une fois, les fonds ensuite qui vont venir se greffer au-delà, ce sont des fonds qui vont déjà adresser des entreprises qui ont une activité, pour le coup une perspective, pour le coup un modèle économique qu'on aura labellisé, viabilisé, tout ce qu'on veut, mais avec des perspectives qui vont être encore une fois beaucoup plus claires que les entreprises innovantes. Quand je dis que les intérêts sont divergents, qu'est-ce que recherche une banque? Eh ben, une banque, elle recherche à ce qu'on lui rembourse son emprunt. Voilà, point barre. Encore une fois. Et plus ce sera risqué, plus elle va devoir mettre de fonds propres en contrepartie de l'emprunt qu'elle vous aura attribué. Donc elle a intérêt à minimiser son risque. C'est les fameux ratios BAL. Hein, donc je ne vous fais pas un dessin, mais ce n'est pas son métier, encore une fois, de faire de l'innovation. Ils feront très bien sur du capital développement, sur du financement de dette de LBO, pour peu que les ratios soient effectivement tenables. Et aussi bien on a été sur le passé sur des ratios qui étaient affolants, qui ont donné lieu à tout un tas de dépôts de bilan. Au jour d'aujourd'hui, fort heureusement, on est revenu à des ratios beaucoup plus rationnels, du type 1 pour 1, du type 60% de fonds propres, 40% de dette, avec des ratios d'EBITDA qui vont là-dessus, qui sont très bien. Alors, troisième point, pourquoi est-ce que j'ai employé ce langage volontairement provocateur en vous parlant d'EBITDA? J'aurais pu dire gearing, j'aurais pu dire BAL, etc., etc. Parce que c'est un monde où vous avez un langage spécifique. J'entendais le FSI qui nous parlait tout à l'heure de LBO, de LBI. J'espère que vous êtes tous très férus en finance parce que c'est de la terminologie un petit peu particulière. J'aurais pu en rajouter, hein, j'aurais pu vous parler d'OPSA, d'APSA, voilà, de process de ratchet, etc. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde de la finance où les gens, encore une fois, leur langage. Et le rôle de KPMG, quand je dis que c'est un rôle de décryptage, c'est de vous dire attention monsieur, on vous propose une super valo, on vous propose en contrepartie une super dilution si vous ne tenez pas votre business plan. Et en plus, comme votre business plan, vous l'avez écrit tout seul comme un grand et qui ne va jamais se réaliser, autant dire que vous êtes dilué à la sortie. Donc encore une fois, nous, notre objet, c'est de dire attention, ce que vous écrivez, ça doit être fondé sur un business model qui tient la route, qui a des chances de se réaliser. Et avant de penser valo, pensez pacte d'actionnaires et pensez principe de relution et dilution qui va être associé à ce pacte d'actionnaires. En termes de valorisation, moi je suis à l'origine de la création d'un outil de valorisation destiné aux entreprises innovantes. On a développé ça avec le responsable de la majeure entrepreneuriat de RBS, Denis Gallo. On l'a présenté au congrès Rétis. Donc Rétis, c'est tout ce qui scinde, tout ce qui rassemble les technopoles, les incubateurs, etc. On a trouvé ça génial.
Le problème, c'est qu'en face de vous, vous avez souvent des gens qui vont vous dire, grosso modo, dis-moi combien de cash tu vas cramer, je vais te dire combien tu vaux. Donc nous, notre principe, c'est de dire, non, on n'est pas dans ce principe-là, on est dans une approche rationnelle. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il vous propose moins. Peut-être parce que lui, il a un intérêt de 30, là où vous pensez que votre risque, il est de 15, etc. Donc voilà, ce processus de décryptage, il va comme ça. Alors, encore une fois, c'est qu'est-ce qu'on vous dit, pourquoi faire et comment vous pouvez accepter ou ne pas accepter ce pacte d'actionnaires. Parfois, il vaut mieux dire, je renonce à mon projet, plutôt que de m'enferrer dans un processus qui, de toute façon, ne va m'emmener nulle part. Donc voilà, j'insiste encore une fois sur ce terme de décrypteur. Avant tout, nous, notre mission, c'est d'accompagner de A jusqu'à Z, Z étant dans l'idéal un closing réussi. Un closing, c'est le jour où on signe tous et on a le chèque en face. Et si possible, parce qu'une relation pérenne dans le temps avec un fonds d'investissement, c'est une relation qui aura été bien comprise dès le départ et dont la sortie aura été convenablement anticipée. Voilà. Merci beaucoup. On a atteint l'heure de cette table ronde. Je vous propose d'aborder la quatrième phase qui est de débattre avec vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants ? Bonjour, Monsieur Dextran tout à l'heure a parlé d'intervention dans le cadre d'implantation d'entreprises. Quel est votre champ d'intervention auprès d'entreprises exogènes qui s'implanteraient en région, en France, plus généralement? Le plan d'intervention est exactement le même. Enfin, là, on sort de financement de projet, parce que si c'est une société qui vient s'implanter en France, a priori, c'est une filiale d'une autre structure. Donc, il est évident que là, on va analyser le projet avec une vision groupe. Mais la problématique est la même, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Mais... En partie, c'est une question adressée aussi à l'ensemble, à Go Capital, NCI. On ne se situe pas vraiment sur cette problématique-là, à l'exception près qu'on regarde des projets qui ne sont pas effectivement situés sur les 4 régions qui sont les régions d'intervention de Go Capital Amorçage. Et quand on voit des projets qui sont hors région et qui sont susceptibles de venir s'implanter sur la région, qui sont intéressants pour nous et qu'on pourrait financer, ça fait partie de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire demander à ces projets-là de se relocaliser dans une des 4 régions pour pouvoir être financés par Go Capital. C'est déjà arrivé sur quelques dossiers qui nous arrivent, parce qu'il y a des dossiers qui nous arrivent évidemment hors 4 régions sur lesquelles on intervient. Et voilà, les quelques dossiers intéressants qu'on peut voir et qu'on a envie de financer, on essaie de les relocaliser dans les régions concernées. Donc ça fait un vaste territoire, hein, de Nantes à Rouen, voire Dieppe. Ça laisse quand même le choix pour le projet de trouver l'emplacement qui lui convient, avec l'environnement scientifique, technologique, d'accompagnement qui lui convient. Voilà. Excusez-moi, moi j'avais compris une société d'origine étrangère, mais... Ah, d'origine étrangère. Parce que de régional. Non, enfin, là, le cas nous est pas arrivé, non. Étrangère pour nous, c'est en région. Non breton. Non breton, voilà, et non normand. Est-ce que vous avez une autre question ? Oui. Bien commencer un élément de réponse. Alors,
la question effectivement se pose. Moi, je suis d'accord avec vous sur la question de savoir s'il ne faut pas vendre son projet, entre guillemets, très tôt, plutôt que de créer sa propre entreprise. Après, c'est une question d'envie. C'est tout, et de volonté. Est-ce que vous êtes entrepreneur ou pas? Est-ce que vous avez envie de créer votre entreprise, de la développer, de la faire réussir? Donc voilà, est-ce que vous portez cette envie ou vous ne la portez pas? Donc je pense que c'est la première question qu'il faut se poser, sachant toutes les difficultés que M. Claude soulignait dans le parcours d'un entrepreneur, dans le parcours de réussite d'un entrepreneur. Donc ça, je pense qu'il n'y a que vous qui puissiez répondre à cette question. Après, on ne peut pas effectivement comparer un fonds d'investissement avec une banque, parce que la banque, c'est un client qu'elle accompagne, et les banques ont des milliers de clients ou de centaines de milliers de clients en entreprise. Un fonds d'investissement, je l'ai dit tout à l'heure, sur 40 millions d'euros, on va financer 40 projets sur 5 ans, 8 projets par an, 2 projets par région. Voilà, j'ai vu une cinquantaine de projets en un an, on en a financé 3 sur les 70 que j'ai vus. Donc effectivement, la sélectivité est très importante. Ceci dit, on n'est pas le seul fonds, donc il y a les business angels, il y a NCI, il y a d'autres acteurs régionaux, nationaux, internationaux qui sont capables de financer des projets. Voilà, la sélectivité est malheureusement là. Si on avait 300 millions au lieu de 30 millions, on pourrait faire 10 fois plus de projets. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les fonds ont aussi des difficultés à être levés et que la sélection des projets est de plus en plus forte. Mais là aussi, je voudrais être clair sur votre question. Moi, j'ai une autre vie antérieure où j'étais directeur de la valorisation à l'université de Caen. Donc, j'ai accompagné des projets universitaires. Et la première chose que je conseillais à faire quand j'avais un projet universitaire devant moi, qui voulait créer des universitaires qui voulaient créer une entreprise, c'était d'essayer de regarder si dans l'environnement d'entreprise, à proximité ou plus loin, il n'existait pas des sociétés qui étaient capables de prendre le projet, de le porter, de l'incuber, et effectivement avec une force commerciale, avec un réseau, avec des moyens financiers plus importants qu'un projet en démarrage. La question peut légitimement se poser. Après, c'est une réponse personnelle. Oui, je partage complètement ce que vient de dire Bruno Guicheux. Et pour vendre un produit, encore faut-il qu'il y ait un produit à vendre. Et bien souvent, lorsque des porteurs de projets viennent nous voir, le produit n'existe pas encore, il existe simplement encore dans leur tête. Et donc, il y a un temps de développement qui va nécessiter un développement. Et là, les investisseurs sont rares. Et donc, et sur les temps d'études et sur les temps que vous citez tout à l'heure de l'ordre de 6 mois, c'est difficilement compressible, dans la mesure où simplement l'étude du dossier et les aménagements en termes de stratégie, en termes de choix, de fabrication, etc., de moyens à mettre en œuvre, ça peut nécessiter un certain temps de discussion entre les investisseurs potentiels et le porteur de projet. Et ensuite, il y a le travail juridique, de montage des pactes d'actionnaires, des statuts de la société, etc., qui lui-même prend beaucoup de temps. Donc, c'est regrettable, mais c'est comme ça. Le moins qu'on ait pu faire, nous, c'est 3 semaines, parce que c'était une reprise à la barre. Donc là, il y avait vraiment urgence, mais c'est vraiment une exception, sinon c'est rarement moins de 4 mois. Désolé. Sur ce point-là, parce qu'on a parfois des entreprises qui viennent nous voir pour des problèmes de trésorerie, qui pensent qu'avec une levée de fonds, ça peut le résoudre, c'est pas possible. Donc il y a le problème de trésorerie, et là les banques peuvent très bien vous apporter des solutions pour financer votre cycle d'exploitation. Il y a des outils qui existent pour pouvoir financer ce type de besoins. Donc ça veut dire qu'il est évident qu'on peut rentrer dans une logique de démarche auprès d'une société de capital risque, d'organisation angels ou autre. Si vous êtes une logique de levée de fonds, il y a un temps pour se connaître, pour développer le projet, pour avancer dessus. Mais c'est parce que vous êtes sur des investissements dont le retour sur investissement sera à moyen terme, pas à long terme. Donc, ce qui veut dire qu'il ne faut pas se tromper de cible lorsqu'il s'agit de savoir quel type de financement je vais aller chercher en fonction de l'état d'avancement de mon projet. Il est évident que parfois il est préférable de prendre son temps pour
pour négocier. Mais à partir de là, il faut quand même avoir le temps de mettre son produit sur le marché et de développer sa force commerciale. Donc ça veut dire que derrière, il va y avoir des besoins autres que de lancer, dans une démarche de levée de fonds directement. Et notamment, les levées de fonds sont vraiment intéressantes quand vous avez un produit qui est déjà bien implanté, sur lequel vous voulez accélérer sa commercialisation, notamment pour le développer à l'international. Là, il y a vraiment un effet de levier intéressant et c'est une stratégie qui ne se fait pas. J'ai envie de parler de l'amorçage. Votre histoire, en tout cas. Alors, c'est un dossier que M. Licheux connaît, au demeurant. Il s'agit de deux étudiants que j'ai eus à RBS en majeure entrepreneuriat. J'ai la chance d'enseigner dans cette majeure depuis sa création. Et lors de la sortie de la majeure, ils se sont lancés sur un projet qui était pour le coup une véritable innovation marketing. Leur premier réflexe, une fois qu'on a travaillé sur le modèle, c'est effectivement d'identifier que pour arriver à notre objectif, il faudrait lever des fonds. Les premières propositions qui nous ont été faites à l'époque, et elles étaient notamment portées par NCI, n'ont pas abouti pour des raisons de pacte d'actionnaires voilà, et d'horizon de sortie. Finalement, ces deux jeunes se sont accrochés un temps certain, ont trouvé des fonds qui ont suffi à leur survie, et je parle bien de survie pendant 3 ans, notamment grâce à l'apport d'Oseo, parce qu'Oseo peut avoir un apport assez considérable dans les premières années du fonctionnement d'une entreprise. Si on conjugue ça avec le réseau Entreprendre, avec les prêts d'honneur, etc., ça peut suffire, je parle bien de survie, hein, ça peut suffire pour survivre au moins 2-3 ans, ce qui a été le cas de mes 2 étudiants. Et cette année, ils ont vu une filiale de la Poste, la filiale marketing de la Poste qui s'appelle SMP, rentrer au sein de leur capital et prendre 40% de l'entreprise pour un montant d'1 million d'euros. Voilà, pour une entreprise qui a survécu pendant 3 ans, qui a été largement subventionnée, j'ai pas peur d'employer le mot subventionné, par Oseo. Ben, à partir du moment où vous avez un peu... Alors là, je laisserai volontiers la parole à Stéphane, qui connaît ce qu'elle a par cœur. Mais à partir du moment où vous avez comme une implication, on va dire, même modeste, des porteurs de projets, et en l'occurrence de la famille des porteurs de projets, c'est vrai qu'il y a un contexte qui était plutôt favorable. En tout état de cause, à partir du moment où on a un minimum de fonds propres, Oseo peut apporter un certain nombre d'aides. Si vous combinez ça à divers concours qui sont ouverts et qui sont générateurs de trésorerie, bah, ça vous permet de passer un certain nombre de caps. Stéphane, si tu veux, toi qui connais par cœur également cette entreprise. Oui, enfin, je vois bien lesquels que tu veux parler. Quand on parle de survie, c'est-à-dire que ce ne sont pas une entreprise qui était au port du dépôt de bilan du jour au lendemain. Donc c'est comme un projet qui avait été porté depuis le début, c'est-à-dire qu'en fait on les avait rencontrés à l'époque, ils étaient encore étudiants. Donc avec l'intervention conjointe de l'incubateur, des aides qu'on pouvait faire à la personne physique, puisqu'on peut faire une aide à la personne physique elle-même avant de se lancer dans la création d'entreprise, ça lui a permis quand même à ces 2 étudiants de pouvoir sécuriser leur projet et de mieux structurer le modèle économique. Il est évident que le projet qui nous a été présenté au moment de l'aide à la personne physique et le projet qui a été présenté aux filiales de la Poste, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire qu'ils ont complètement structuré leur offre d'une manière différente. Mais ça veut dire également qu'il existe tout un dispositif où il faut savoir, piocher au bon moment quel dispositif mettre en place. Donc eux, ils ont su déjà apporter un capital avec, ce qu'on appelle le love money. Hein. Ils avaient des personnes qui ont mis de l'argent dans la société. Ils ont su aller chercher des prêts d'honneur, des aides à la région, les aides d'Oseo. Derrière, il y a eu également des prêts bancaires qui ont été mis en place, mais dans un second temps, avec une garantie d'Oseo. Et tout ça a permis à cette entreprise de pouvoir prouver le concept marketing et le concept de leur offre pour pouvoir faire la levée de fonds, Moi, nous, quand on les a accompagnés la première fois, je crois que c'était en 2006. Ils ont fait la levée de fonds en 2012, vous voyez, il y a 6 ans entre les 2. Mais ça a été un parcours, réel du combattant, mais ils ont su mener leur barque. Et c'est vrai que la levée de fonds qu'ils ont fait dernièrement, c'était pas un problème de trésorerie qu'ils avaient à gérer, c'était vraiment un développement, notamment à l'international, puisqu'en fait, ils sont implantés
depuis peu en Pologne. Donc voilà, c'est toute une structuration du projet qui a été faite au fur et à mesure en mettant au bon endroit l'ensemble des interventions qui existent. Le temps nous rattrape. Je vous propose de clôturer cette table ronde et puis de poursuivre les échanges en dehors de l'hémicycle. Je remercie l'ensemble des intervenants pour avoir préparé leur intervention. Il me reste juste un point pour clôturer cette table ronde, c'était de vous parler d'une convention d'affaires qui se tiendra le 31 janvier à Rouen, qui concerne donc une suite par rapport à notre table ronde, qui est donc la recherche des investisseurs et notamment sur des projets innovants. Donc c'est la convention d'affaires Normandinov qui est organisée par Scénari. Donc je vous invite à vous rapprocher des personnes de Scénari pour avoir plus d'informations. Je tiens également à votre disposition quelques plaquettes sur l'organisation de cet événement qui a pour objectif de promouvoir et de présenter des entreprises innovantes régionales et nationales ainsi que des projets issus de la recherche publique et privée auprès d'investisseurs et d'industriels. Merci de votre attention et nous restons bien sûr à votre disposition pour poursuivre les échanges en dehors de l'hémicycle. Merci beaucoup.